Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-bras droit Charles Blé Goudé. Les juges de la Cour d'appel de la CPI ont approuvé à l'unanimité cette mise en liberté. Reste à savoir quel pays acceptera de les accueillir. La nomination par le gouvernement des chefs d'établissement des universités publiques crée la polémique au Bénin. L'intersyndicale des enseignants du supérieur public réclame l'annulation de ces nominations et le retrait du décret. Et l'engagement des pays africains dans le financement des systèmes de santé peine à se concrétiser. Nous ferons le point dans cette édition sur la mise en œuvre de la déclaration d'Abuja signée au début des années 2000 pour allouer 15% des budgets nationaux à la santé. Mais tout d'abord en Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz, au pouvoir depuis 2009, n'est pas autorisé par la Constitution à briguer un nouveau mandat. Il s'est donc choisi un dauphin. Le chef de l'État sortant a promis d'apporter son soutien à la candidature de l'actuel ministre de la Défense, Mohamed Ould Ghazouani. Pour rappel, l'élection présidentielle mauritanienne se tiendra entre les mois de juin et août 2019. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé enfin libres après leur acquittement de crimes contre l'humanité le 15 janvier 2019 dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a décidé ce vendredi 1er février de libérer l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sous condition. Ces restrictions émanent de la demande du procureur qui n'a pas caché ses intentions de faire appel de la décision d'acquittement. La première condition de cette libération est qu'un pays accepte d'accueillir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé afin qu'ils restent à la disposition de la justice internationale. Écoutons la décision du juge président de la CPI. Pour les raisons expliquées dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel décide à l'unanimité ce qui suit. Premièrement, la décision orale de la Chambre de première instance numéro 1 en application de l'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date du 16 janvier 2019 est amendée par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé aux greffiers de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la Chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires provisoirement eu égard à la mise en liberté avec condition en attendant la conclusion des accords avec les États. Quatrièmement, la Chambre d'appel peut modifier les conditions de la mise en liberté à l'avenir, proprio motu ou sur requête d'une partie ou d'un participant. Cinquièmement, la Chambre d'appel ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur suivant laquelle la Chambre d'appel devrait demander à la Chambre de première instance numéro 1 de fournir une déclaration intégrale et motivée de ses conclusions eu égard à l'acquittement de M. Blé Goudé et de M. Gbagbo aussi rapidement que faire se peut et de préférence 30 jours après que nous rendons cet arrêt. Et notons que la Belgique a accepté ce samedi 2 février d'accueillir Laurent Gbagbo. Pour l'instant, aucun pays ne s'est porté garant pour accueillir Charles Blé Goudé.
Également dans l'actualité, au Cameroun, les manifestations prévues ce samedi 2 février n'auront pas lieu. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti de l'opposant Maurice Kamto, actuellement en détention, a décidé d'annuler les mobilisations prévues en ce jour dans plusieurs villes du pays pour réclamer la libération de leur leader. Cette décision n'a pas été justifiée. Pour rappel, Maurice Kamto a été arrêté le 29 janvier, soit 2 jours après une vague de manifestations non autorisées de son parti dans plusieurs villes du pays et dans plusieurs ambassades camerounaises à travers le monde. Il est accusé entre autres de rébellion, trouble à l'ordre public et association de malfaiteurs. Au Ghana, la dette extérieure a atteint 18 milliards de dollars en 2018, malgré l'amélioration de la balance commerciale fin 2018. La dette extérieure du pays représente jusqu'à 10 fois ses exportations nettes. Et en même temps, la position extérieure du pays s'est légèrement détériorée. Plus de détails avec Mathilda Diaby. 18 milliards de dollars, c'est le montant total qu'a enregistré la dette extérieure du Ghana au terme du mois de novembre 2018, selon les chiffres de la Banque centrale. Les experts estiment que ce montant élevé pourrait peser sur la stabilité économique du Ghana, car il représente 10 fois les exportations du pays. Tout pays a droit à contracter la dette intérieure ou extérieure pour financer son économie. Cependant, il faut veiller sur le niveau de ce endettement dans le but de ne pas étouffer l'économie et surtout stimuler la production destinée à l'exportation afin de diminuer le poids de la dette, ce qui de facto rend la dette soutenable. Dans le même temps, la position extérieure du Ghana s'est détériorée et les 2 secteurs qui emploient le plus de main-d'œuvre, c'est-à-dire l'or et le cacao, ont généré moins de revenus. Moins 300 000 dollars pour l'or et moins 600 000 dollars pour le cacao. Le Ghana fait partie des pays producteurs de cacao et du café, 2 ressources destinées à l'exportation. L'accroissement de la production de ces matières premières destinées à l'exportation ne peut que créer l'équilibre entre la dette et les réserves internationales afin de rendre l'économie compétitive. Cependant, le gouvernement continue d'emprunter sur les marchés internationaux et a annoncé la possibilité d'y solliciter 3 milliards de dollars en 2019. Mais pour réduire substantiellement la dette extérieure d'ici 2021, comme le gouvernement s'y est engagé, les experts recommandent un recours plus important au marché local. Au Bénin, l'intersyndicale des enseignants du supérieur public est en colère. Les syndicats protestent contre la nomination par le gouvernement des chefs d'établissement des universités publiques effectuée le 30 janvier. Un sit-in a d'ailleurs été organisé à Cotonou au lendemain de ces nominations. Reportage de notre correspondant Leftiono. La nomination des dirigeants des unités de formation et de recherche dans les universités publiques du Bénin n'est pas du goût des enseignants. Ces derniers ont répondu à l'appel à manifestation de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin jeudi 31 janvier 2019 à Cotonou. Mais c'était sans compter sur les forces de l'ordre qui ont assez tôt investi le campus de la faculté des sciences de la santé FSS, défini comme lieu de rassemblement. Les enseignants tiendront finalement un sit-in au sein du ministère de l'enseignement supérieur. Ils condamnent avec la plus grande fermeté cette décision et s'indignent de l'ingérence grandissante du politique dans la gestion quotidienne des affaires académiques au Bénin, portant ainsi gravement atteinte aux normes universitaires. Mercredi 30 janvier 2019, le gouvernement a nommé un conseil des ministres 49 responsables issus des entités universitaires publiques. Un choix qui intervient au lendemain de la suspension par décret en septembre 2018 de l'élection de ces responsables par leur père. Nous allons y réfléchir. Nous sommes tous ensemble pour bâtir ce pays, pour assurer une formation de qualité à la jeune génération. L'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, décidée à obtenir gain de cause, exige entre autres le retrait du décret incriminé, l'annulation des nominations faites en Conseil des ministres le 30 janvier 2019 et la reprise des élections des chefs d'établissement dans toutes les universités nationales dans un délai d'1 mois. Les 28 et 29 janvier 2019 s'est tenu le 2e dialogue régional de protection concernant la déclaration d'Abuja, une déclaration dans laquelle plusieurs pays africains s'engageaient à consacrer au moins 15% de leur budget au secteur de la santé. Aujourd'hui, où en sont ces dispositions? Éléments de réponse avec Aïssatou Bari et Ange Nomenyo.
Les pays africains peinent toujours à accorder la priorité au secteur de la santé dans leur budget. En moyenne, le chiffre idéal se situerait autour de 5%, alors que les gouvernements africains consacrent moins d'1% de leur produit intérieur brut aux dépenses de santé. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites liées au programme d'ajustement structurel. Et l'une des conséquences immédiates, c'est notamment les conditionnalités imposées par la Banque mondiale de Fonds monétaire internationale de financement notamment du secteur de la santé et le recrutement des médecins, le renouvellement du parc mobilier. Donc autant d'éléments qui sont des causes exogènes qui peuvent alors ralentir le financement du secteur. La majeure partie des États africains n'ont pas de politique de développement stratégique. Et la plupart de ces pays gèrent la question du financement au quotidien. Selon la Commission de l'Union africaine, seuls 6 États membres de l'UA ont dépassé le seuil des 15%. Il s'agit entre autres du Rwanda, 18,8%, du Niger, 17,8% et du Burkina Faso, 15,8%. Pour réinventer le mode opératoire notamment du système de santé publique en Afrique, en essayant notamment d'impliquer notamment le secteur privé. Parce que la pression démographique elle est forte, parce qu'aujourd'hui l'Afrique de 1960 n'est même pas l'Afrique de 2019. C'est donc important qu'au-delà des Nations Unies, au-delà des ONG à caractère humanitaire, il est donc important pour le continent africain de pouvoir mettre en place un plan stratégique de développement. En Afrique, la plus grande partie des fonds sont octroyés par des donateurs étrangers, une situation qui n'est pas durable à long terme selon les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.